Vous venez tous les soirs donner à manger aux caïmans? Ah oui, nous donnons manger à 5 heures. Est-ce qu'il y a beaucoup de caïmans en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de caïmans d'ailleurs en Afrique. Ce sont des crocodiles. Des crocodiles, oui. Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Ah oui, dans nos fleuves, il y en a beaucoup. Ah, il est là. Est-ce que c'est très méchant si je Non, tombais non. dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non, 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 non. Parce qu'il il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? Ce sont des filures, ça. Des poissons-chats? Oui, poissons-chats. Voilà mes poissons fétiches. Cet homme, vous l'avez déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, 300 000 km², 4 millions d'habitants. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Et si la Côte d'Ivoire a vu doubler son revenu national depuis l'indépendance, elle le doit à ses paysans et d'abord à celui qui se dit le premier d'entre eux, Félix Houphouët-Boigny, réélu triomphalement le 7 novembre à la tête de l'État, et cela à une majorité écrasante. Or, le président ivoirien a d'abord été un homme d'État français. En 1956, ministre délégué dans le cabinet Guy Mollet, il est en 1957 dans celui de M. Bourgès-Monouri. En 1958, il est ministre de la Santé dans le gouvernement Félix Gaillard, ministre d'État dans les cabinets Flimelin, De Gaulle et Debré. Il participe au sel de la Constitution française, puis devient ministre conseiller aux Affaires étrangères et enfin chef de la délégation française à l'ONU. Sa carrière française s'arrête là. Il est devenu depuis Premier ministre, puis président de la Côte d'Ivoire. Et il fait en France, à ce titre, une visite officielle en juin 1961. Hôte de la France au château de Champs, il sera aussi celui du général de Gaulle à l'Élysée. Voilà donc l'homme qui a fait de son pays un véritable État pilote au cœur d'une Afrique qui se cherche encore. Faut-il parler d'un miracle ivoirien? Le président Houphouët-Boigny s'en est défendu en acceptant de se livrer pour la première fois aux caméras de la télévision à Yamoussoukro, son village natal. Et c'est du café, ça, Monsieur le Président? Oui, c'est du café, du bon Robusta. Je crois que... Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus de kilo à l'arbre. De la terre, il y en a pour tout le monde en Côte Il y en d'Ivoire. a pour tout le monde. C'est pour ça que vous ouvrez les portes toutes grandes en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut venir ici. Tout le monde peut venir. Nous ne sommes pas peuplés. Le pays n'est pas peuplé du tout. Nous n'avons que 4 millions d'habitants. Là où il peut y en avoir 40 millions, avec des terres extrêmement riches. C'est la raison pour laquelle il est impensable en Côte d'Ivoire de parler de redistribution de terres, parce que nous avons des terres à mettre en valeur et non pas des terres à redistribuer. La réforme agraire, c'est de mettre la terre en valeur. Voilà notre réforme agraire. Troisième producteur mondial de café, la Côte d'Ivoire est cependant consciente de la nécessité de la polyculture. Prêchant d'exemple, le président Houphouët-Boigny se lance dans une nouvelle aventure, celle du riz. Oui, c'est une grande aventure. Une aventure qui doit nous permettre non seulement de produire tout le riz dont nous avons besoin, mais, et c'est là notre ambition, de pouvoir en exporter dans les pays voisins. Vous voyez, pendant longtemps, nous avons déboisé nos forêts, n'utilisant pas les bas-fonds qui sont d'une richesse inouïe. Donc ce sont des terres reposées depuis des siècles et des siècles, où se sont accumulées des tonnes et des tonnes de limon. Puisque je suis paysan et que mon ambition, c'est là que je recherche à réaliser avec beaucoup de foi, c'est que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire.
L'expert qui est à côté de vous. L'expert qui est ici, qui est notre grande chance, c'est un expert de Formose. Je crois que vous n'entendez pas de relations diplomatiques avec la Chine Non, communiste. nous ne sommes pas prêts à entretenir des relations avec ce pays-là. Mais par contre, vous avez décidé au dernier congrès de renouer des relations diplomatiques avec les pays de l'Est et l'Union soviétique. Oui, à condition que ces pays-là ne fassent pas de la subversion chez nous, profitant de l'installation de leurs ambassades dans nos pays respectifs. Les Chinois de Pékin, vraiment, vous ne les portez pas dans votre cœur. Ah non, 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 non. Je crois que le danger qui menace l'Afrique est tant sur le plan de son unité, et donc de sa construction, que sur le plan même de son avenir en tant que continent vraiment africain, ce danger est représenté par la Chine de Pékin, qui a besoin de notre espace et qui veut, par le biais du communisme, surprendre la bonne foi, je dirais même la naïveté de nos compatriotes, pour s'installer définitivement chez nous et nous faire sentir les effets de cette politique inhumaine qu'elle pratique en Asie et qu'elle voudrait même pratiquer dans les pays africains où malheureusement elle est déjà installée. Est-ce que vous faites bénéficier les pays africains plus pauvres que vous de votre enseignement, du enseignement que vous tirez sur le plan agricole? Tout simple. Je ne puis pas dire à nos frères africains qui se trouvent dans des zones moins privilégiées que la nôtre sur le plan agricole, venez constater ma réussite. Nous travaillons et à l'occasion des visites qu'ils nous rendent, nous nous efforçons de leur montrer ce que nous avons fait. Et nous leur faisons confiance, ils sont suffisamment intelligents et sachant tout l'intérêt qu'ils portent à leur population, comme nous portons le même intérêt au nôtre, je pense qu'ils s'inspireront de notre exemple pour faire, sinon mieux, mais du moins autant que nous. Est-ce que vous pensez que le régime que se sont donnés certains de ces pays africains est une entrave à leur développement? Voyez-vous, nous observons la plus grande tolérance, parce que nous pensons que les autres ont certainement raison de faire ce qu'ils font. Mais néanmoins, je me demande, compte tenu de ce que je sais, non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, si le temps convient l'expérience socialiste dans nos pays respectifs. Je crois que nous avons d'abord à créer des richesses avant de songer à une égale distribution. Alors je ne vois pas des pays accusés de capitalisme s'intéresser aux pays dits socialistes, lequel socialiste risque de déboucher sur le communisme. Et je ne vois pas aussi les pays socialistes, véritablement socialistes au sens de l'extrémisme, comme la Chine, qui ne construisent que sur la misère. Je ne les vois pas aider nos frères à donner du bien-être à leur population. Parce que là où il y a le bonheur, ne pousse pas le communisme. Comment conciliez-vous démocratie et parti unique? Nous avons dû rassembler au sein de notre mouvement toutes les populations ivoiriennes, sans distinction de race, de tribu, de couche sociale, et parvenir à l'indépendance alors que la nation ivoirienne n'est pas encore née. Elle est en construction, elle est en puissance. Nous faisons tout ce qui est humanement possible pour qu'elle se réalise tôt. Nous voudrions, comme Renan, avoir la commune volonté de vivre en commun. C'est ça la nation ivoirienne. Mais avant la réalisation de cette nation, il est impensable que nous puissions avoir plusieurs partis qui recouvriraient immédiatement nos différences tribales. L'unité africaine, c'est un peu une tarte à la crème, un peu un mythe. Mais ceux qui parlent d'unité par le sommet, c'est-à-dire avec un gouvernement supranational, une assemblée supranationale, du type unique ou du type fédéral, eh bien, prennent leur désir pour les réalités. Ce sont des vues de l'esprit.
D'ailleurs, comment peut-on présentement concevoir une unité alors que nos options, tant dans le domaine économique que dans le domaine politique, sont différentes? Voyez-vous une fédération des États-Unis avec des régimes libéraux d'un côté, socialistes de l'autre, communistes d'autre part? C'est impensable, ce serait une sorte de tour de Babel. Et les rapports avec la France, Monsieur le Président? C'est une question à ne pas poser. Les rapports sont excellents au possible. Il ne saurait en être autrement. Il y a tant de liens affectifs, économiques, culturels, qui nous lient à l'ancienne métropole, dont nous sommes séparés, vous le savez bien, dans l'amitié. La France, qui continue à nous aider parce qu'elle est de loin le pays qui, dans tous les domaines, nous assiste le plus, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine technique, avec un dévouement au-dessus de toute éloge. Vous n'ignorez pas non plus l'amitié que me témoigne son chef prestigieux, le général de Gaulle. Tout cela fait qu'il n'est même pas bon que je vous dise que tout est parfait. Parce que la perfection peut-être n'est pas de ce monde, mais en tout cas, ce que je puis dire, c'est qu'il n'y a pas la moindre brume dans le ciel de nos relations avec Paris.